Il n'aura fallu que 6 minuscules minutes pour bousculer l'échiquier géopolitique mondial. À la Maison-Blanche, Benjamin Idnan venait tout juste de livrer sa grande prestation aux côtés d'un Donald Trump tout sourire. Un show millimétré promesse de paix au bout des lèvres envolées lyriques sur les grandes civilisations. Il rayonnait tel un prophète de la concorde sous les projecteurs du monde entier. Pendant que les applaudissements résonnaient à Washington à des milliers de kilomètres, un homme assis au palais de l'Élysée n'en perdait pas une miette. Âgé de 39 ans, Sébastien Lecornu n'avait pas besoin de mots pour comprendre. Son regard fixe et perçant trahissait une certitude glaçante. Il venait de capter ce que tout le monde avait ignoré. Une tournure, un détail, un mot. Il n'aura fallu que 6 minuscules minutes pour bousculer l'échiquier géopolitique mondial. À la Maison-Blanche, Benjamin Idnan venait tout juste de livrer sa grande prestation aux côtés d'un Donald Trump tout sourire. Un show millimétré promesse de paix au bout des lèvres envolées lyriques sur les grandes civilisations. Il rayonnait tel un prophète de la concorde sous les projecteurs du monde entier. Pendant que les applaudissements résonnaient à Washington à des milliers de kilomètres, un homme assis au palais de l'Élysée n'en perdait pas une miette. Âgé de 39 ans, Sébastien Lecornu n'avait pas besoin de mots pour comprendre. Son regard fixe et perçant trahissait une certitude glaçante. Il venait de capter ce que tout le monde avait ignoré. Une tournure, un détail, un mot perdu dans le discours de Nedaï mais lourd comme une bombe. Ce mot, c'était la clé de tout. Flashback, 3 jours plus tôt. Lundi matin, Paris noyé sous une pluie grise. Sur son bureau, une enveloppe scellée au marquage sans équivoque « Confidentiel défense ». Expéditeur les services secrets militaires français. En l'ouvrant, Lecornu sentit un frisson. Ce qu'il lut lui coupa le souffle net. Il se redressa alerte comme un soldat au front. Le document décrivait sans détour une mise en scène orchestrée depuis Washington. D'après des sources croisées entre le Mossad et des cercles proches de l'administration américaine, Medaille s'apprêtait à jouer une partition bien rodée, dire oui, devant les caméras tout en gardant dans sa manche des clauses de repli prêtes à relancer la guerre à la première opportunité. Le coup parfait, la paix en façade, la guerre en coulisses. Le plan machiavélique était presque trop bien huilé pour être vrai. Trump allait pouvoir brandir son trophée diplomatique devant les caméras Medaille, lui obtiendrait l'aval de Washington pour poursuivre ses offensives, et la planète entière, naïve ou complice, applaudirait une paix qui n'était qu'un décor de théâtre. Lecornu, lui, n'était pas dupe, il connaissait l'homme. À l'époque où il était ministre de la Défense, il avait longuement côtoyé Nedaï, négociations tendues, dîner sous haute tension à Tel Aviv, petit sourire froid, dans les salons de l'Élysée. Le vernis diplomatique n'avait jamais masqué la duplicité du personnage. Car s'il y avait bien une chose que Lecornu avait apprise, c'est que le Premier ministre israélien était passé maître dans l'art de dire ce que l'on veut entendre, tout en faisant exactement l'inverse. Sauf que cette fois-ci, la manipulation ne se jouait plus dans les arcanes du pouvoir local, elle visait directement le bureau ovale. Et si Trump mordait à l'hameçon, c'est toute l'architecture fragile de l'Alliance Atlantique qui risquait de s'écrouler sous le poids du mensonge. Sans perdre une seconde, Lecornu saisit son téléphone et appela Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Ils s'enfermèrent dans un bureau sécurisé et pendant 3 heures denses, épluchèrent chaque ligne, chaque virgule du plan américain qui avait mystérieusement fuité. Rien n'était laissé au hasard, surtout pas les silences. Sur le papier, tout avait l'allure d'une rupture historique. Cessez-le-feu immédiat, retour des otages, afflux, massif d'aide humanitaire, neutralisation du Hamas, mise en place d'une administration technocratique transitoire à Gaza. Un rêve diplomatique presque trop beau. Justement. Lecornu, lui, ne voyait pas un miracle, mais une succession de fissures. Le texte évoquait un retrait israélien vers une prétendue ligne acceptée. Acceptée par qui? Définie quand? Le document restait muet et ce silence en disait long, même flou du côté du Hamas. Il était question qu'il abandonne ses armes, une formule élégante mais creuse. Qui contrôlerait ce désarmement, par quels moyens, à quel rythme? Là encore, aucune réponse. C'était le genre de plan parfait pour les conférences de presse, suffisamment vague pour permettre à Nedaï d'afficher un accord enthousiaste,
tout en conservant chaque levier nécessaire pour bloquer son application. Face à ces ambiguïtés dangereuses, le Cornu ne perdit pas de temps. Dès le lendemain, il déclencha la tenue d'un conseil de défense sous le sceau du secret absolu. Autour de la table, le président Macron, les plus hauts responsables militaires et le patron de la DGSE. Une fois son analyse exposée, la pièce resta suspendue quelques secondes. Puis Macron posa la seule question qui comptait vraiment. « Et maintenant, on fait quoi ?» Le Cornu n'improvisait rien. Son plan tenait en 3 axes simples mais explosifs. D'abord, faire passer un message discret mais clair à Washington, la France a des doutes. Ensuite, forger une position tricolore nette, impossible à déformer. Et enfin, si Médaille persistait dans son double jeu, le confronter publiquement au grand jour devant le monde entier. Quitte à briser les codes, dans la pièce, le silence devint pesant. Accuser indirectement Israël, c'était ouvrir la porte à une tempête diplomatique. Défier Trump, c'était risquer l'isolement. Et pourtant, Macron, après un instant de réflexion, leva les yeux vers le Cornu et dit d'une voix calme mais lourde de sens « Va au bout, mais avance avec prudence. Médaille n'est pas un amateur. » Quelques heures plus tard, un échange confidentiel fut établi avec le conseiller américain à la sécurité nationale. Le Cornu exposa les inquiétudes françaises avec le ton parfait, courtois mais ferme. En retour, une pirouette langagière, Bibi est un partenaire de confiance. Autrement dit, Trump est sous le charme inutile d'insister. Le Cornu comprit aussitôt Washington avait choisi de ne rien voir. Trump voulait son moment de gloire, cette image triomphante à brandir devant les électeurs. Et Médaille, tel un illusionniste chevronné, lui servait ce trophée sur un plateau. L'échange était clair, l'un réclamait l'instant, l'autre l'exploit. Mais si les oreilles de Washington restaient fermées dans l'ombre, le Cornu pariait qu'un coup de projecteur public pourrait les forcer à entendre. Il ordonna donc la rédaction d'un discours. Pas un discours banal, un discours calibré pour percer les silences diplomatiques. Ce serait une prise de parole sans phare posant les vraies questions que tout le monde contournait. Le 29 septembre 2025, sous un ciel parfaitement scénarisé, Médaille fit son entrée à la Maison-Blanche. Les objectifs du monde entier s'alignaient comme un bataillon de témoins. Trump l'accueillit avec enthousiasme, voix enjouée. « Bibi, mon cher ami, aujourd'hui nous écrivons l'histoire. » Pendant ce temps-là, à Paris, il était exactement 20h30. À Matignon, le Cornu et son équipe suivaient la cérémonie en direct. Les écrans affichaient CNN, BBC, Al Jazeera. La planète entière semblait figée sur cette mise en scène. Trump, fidèle à son style, lança un monologue de 30 minutes, truffé de superlatifs. C'est peut-être le jour le plus important de l'histoire moderne. Il égrena les promesses comme un présentateur déroulant un miracle. Cessez-le-feu, libération des otages, corridors humanitaires, désarmement du Hamas. Une partition impeccable, ou trop bien orchestrée pour être honnête. Le Cornu carnet à la main ne notait pas ce qui était dit, mais ce qui ne l'était pas. Chaque flou, chaque imprécision, chaque promesse suspendue dans le vide. Et puis le moment décisif arriva. Sous les projecteurs, Médaille s'approcha lentement du micro, le regard grave mais maîtrisé, puis lança d'une voix assurée « J'apporte mon soutien à cette initiative visant à mettre fin au conflit à Gaza. Elle garantira le retour de nos otages, la neutralisation du Hamas et l'assurance qu'Israël ne sera plus jamais menacé. » Dans la salle, c'était l'ovation. Trump rayonnait comme s'il venait de décrocher un Nobel. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Accord historique. Médaille valide le plan de paix. Mais dans le bureau de Matignon, un homme ne souriait pas. Le Cornu avait perçu ce que personne d'autre ne semblait entendre. Et alors que la presse jubilait, la scène prenait un tournant. Trump, avec empressement, coupa son homologue. « Si le Hamas rejette cet accord, Bibi, vous avez carte blanche. » Médaille, sans broncher, poursuivit la manœuvre. « Cela peut se régler facilement ou dans la douleur. Mais cela se réglera. » Le Cornu tendu appuya sur pause, puis fit reculer la vidéo de quelques secondes. Silence. Il relança la scène. Cette fois, il fit signe à son équipe. « Écoutez bien, il ne parle jamais d'atteindre la paix. Il parle si le Hamas rejette. Autrement dit, il compte déjà sur leur refus. » Son conseiller Pierre Lévy confirma l'air sombre. « Exactement ce que nos renseignements ont détecté. Médaille attend ce rejet. Il le veut. Comme ça, il pourra jouer la carte du « j'ai essayé »
Et Trump, comme convenu, le soutiendra dans sa riposte. Il était 21 heures, pile le bon créneau. L'accord Trump-Nedaï tournait déjà en boucle sur toutes les chaînes, mais la vague d'euphorie n'avait pas encore eu le temps de s'installer. Le cornu descendit calmement jusqu'à la salle de presse. Une vingtaine de journalistes l'attendaient, s'attendant à une déclaration de routine, quelques félicitations polies, 2-3 banalités diplomatiques, puis rideau. Mais ce qu'ils allaient entendre n'avait rien d'ordinaire. Lecornu se plaça derrière le pupitre, regard droit ton posé, mais sans détour. « Mesdames, messieurs, bonsoir. » Petit silence. Il y a quelques heures, le président Trump et le premier ministre Nedaï ont présenté un plan pour Gaza. La France salue les efforts engagés par nos partenaires américains. Puis il marqua une pause, courte, suffisante pour que chacun lève les yeux de son carnet. Néanmoins, la France souhaite poser des questions claires sur la sincérité de certains acteurs impliqués dans ce processus. Dans la salle, un frisson. Une ligne venait d'être franchie, et pas n'importe laquelle. Il poursuivit d'un ton plus incisif. « J'ai lu ce plan ligne par ligne. Oui, il contient des propositions intéressantes. Mais il regorge également de formulations floues de zones d'ombre. Le genre d'ambiguïté qui permettent à ceux qui n'ont jamais eu l'intention de faire la paix, de faire semblant d'en vouloir. » Il sortit une feuille et entra dans le détail. Chirurgical. Le texte mentionne un retrait israélien vers une ligne convenue. Laquelle qui l'a fixée? Le plan ne le précise pas. Il est dit que le Hamas doit déposer les armes. D'accord. Mais qui surveille? Comment, encore une fois, silence? Un conseil de paix dirigé par le président Trump est évoqué. Fort bien. Mais quel pouvoir réel, quelle autorité? Là encore, le flou règne. Descartes est là sans hausser le ton, mais en fixant directement l'objectif comme s'il s'adressait au monde entier. Lecornu lança ce qui allait devenir l'extrait viral des heures suivantes. La France aimerait poser une question très simple au Premier ministre Netanyahou. Pourquoi avoir choisi les mots « je soutiens votre plan » plutôt que « je l'accepte » et pourquoi avoir dit « si le Hamas rejette au lieu de lorsque nous atteindrons la paix ». Il laissa flotter ces phrases comme des balles suspendues dans l'air. Ce ne sont pas des maladresses, ce sont des choix, et chaque mot choisi révèle une stratégie. Un silence de glace tomba sur la salle. Les stylos cessèrent de gratter, les caméras se rapprochèrent. Ce n'était pas une bourde de communication, c'était une déclaration de guerre diplomatique. Un premier ministre français, à peine 3 semaines en fonction, venait de remettre frontalement en cause la bonne foi de Netanyahou sous les yeux du monde entier. Lecornu poursuivit avec la même clarté tranchante. « La France ne croit pas aux paix mises en scène, elle croit aux paix construites. Et pour bâtir une paix réelle, il faut 3 fondations, des engagements précis, des mécanismes de contrôle fiables et surtout une volonté honnête des acteurs. » Le plan Trump-Netanyahou coche à moitié la première case. La deuxième est absente. Quant à la troisième, nous avons de sérieux doutes. Un journaliste de Reuters leva alors la main, visiblement intrigué. « Monsieur le Premier ministre, êtes-vous en train d'accuser Israël d'agir de mauvaise foi ?» Lecornu ne se démonte pas. Il ne hausse pas la voix, il choisit la précision à l'émotion. « Je ne porte aucun jugement. Je soulève des interrogations que tout observateur honnête devrait se poser. Pourquoi un plan censé instaurer la paix comporte-t-il autant de zones grises? Et pourquoi un dirigeant réellement déterminé à obtenir cette paix tolérerait-il autant d'échappatoires? » Il marque une pause, puis enchaîne les yeux dans les caméras. Netanyahou a les moyens de balayer tous ses doutes. Rien ne l'empêche de valider un système de vérification indépendant à l'échelle internationale, accepter que l'ONU supervise la mise en œuvre et s'engager sur un calendrier clair assorti de sanctions si l'accord n'est pas respecté. Un silence, puis la déclaration finale tranchante comme une lame de rasoir. « S'il choisit de faire cela, je m'excuserai publiquement, personnellement, mais s'il refuse… » Il laissa les points de suspension parler à sa place. Un autre journaliste lança d'une voix un peu plus directe. « Et si cette sortie isolait la France sur la scène internationale? Les États-Unis, Israël, certains pourraient la considérer comme une trahison. Ça ne vous inquiète pas. » Lecornu esquissa un sourire triste, presque fatigué. « Vous savez ce qui isole vraiment un pays? Ce n'est pas lorsqu'il dit ce que les autres n'osent pas dire.
C'est quand il choisit le silence, alors qu'il devrait parler. Il se redressa légèrement son ton, se durcissant plus grave. La France a gardé le silence trop de fois, au Rwanda, en Bosnie. Je préfère que mon pays soit seul, mais droit plutôt qu'entouré, mais complice. Il marqua une pause, puis planta son regard dans la caméra comme s'il s'adressait non plus aux journalistes, mais à toute l'Europe. À mes partenaires européens, je veux dire une chose. Nous connaissons ce scénario par cœur. On l'a déjà vu 1000 fois, des signatures solennelles, des accolades devant les caméras, des mots comme espoir et paix. Puis 3 semaines passent, les bombes tombent à nouveau et tout le monde joue la surprise. Ce manège, on ne peut plus l'encourager. Il faut en sortir. Oui, je dérange. Oui, je remets en cause ce que d'autres avalent sans broncher. Mais soyons clairs, la paix réelle ne se construit pas sur des applaudissements mécaniques ou des slogans creux. Elle mérite mieux, beaucoup mieux. Et alors qu'il s'apprêtait à conclure, une dernière main se leva, un journaliste israélien. La question tranchante, quasi provocante, « Monsieur le Premier ministre Netanyahou a des décennies de gouvernance derrière lui. Cela fait 20 jours que vous êtes en poste. N'est-ce pas un peu arrogant de vous permettre de contester son jugement ?» Le cornu ne broncha pas. Aucune gêne, aucun recul. Juste une réponse limpide, presque tranchante. L'expérience a sa valeur, évidemment, mais elle ne rime pas toujours avec sagesse. On peut très bien passer 30 ans à gérer des conflits sans jamais apprendre à bâtir la paix. Il poursuivit, regard fixe, voix posée. « Netanyahou est un maître dans l'art de survivre en politique. Là-dessus, rien à dire. Mais survivre, ce n'est pas la même chose que conduire un peuple vers la réconciliation. Ce n'est pas gouverner pour la paix. » Puis, dans un souffle plus personnel, « Oui, je suis jeune. Oui, je suis nouveau dans ce rôle. Mais peut-être que c'est justement ce qu'il faut aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas été usé par 20 ans de calcul et de cynisme. Quelqu'un qui croit encore que parler vrai peut faire une différence. » En sortant de la salle, le cornu retrouva son équipe dans les coulisses. À peine avait-il franchi le seuil que les téléphones se mirent à vibrer frénétiquement. Reuters, AFP, CNN. Tous voulaient une réaction, un mot, un regard. L'impact venait d'atteindre l'épicentre médiatique. Un collaborateur s'approcha, écran à la main. Le ministère israélien vient de publier un communiqué. Il parle de propos profondément décevants. Le cornu ne montra aucun étonnement. Il s'y attendait presque mot pour mot, et à peine le temps de respirer, son téléphone se mit à sonner. Numéro masqué, indicatif américain. Il décrocha, c'était Trump. « Sébastien, qu'est-ce que tu viens de faire ?» La voix du président américain claquait, chargée de colère contenue. Le cornu resta imperturbable, presque serein. « J'ai simplement dit ce que la France pense. La vérité vue d'ici. C'est pas ça l'amitié entre alliés. » Mais Trump ne lâchait pas, les alliés se soutiennent, point. Tu crois que c'est le moment de nous tirer dans le dos? On vient à peine d'annoncer un accord historique, et toi tu balances ton discours 1 heure après. Le cornu, sans hausser le ton, répliqua d'une voix ferme. Quand un ami vous dit ce que vous voulez entendre, il flatte. Quand il vous dit ce que vous devez entendre, il vous protège. Moi, j'ai choisi d'agir comme un allié, pas comme un figurant. Un silence pesant s'installa au bout du fil. Puis Trump, un brin méfiant, lâcha. « Tu es en train de me dire que Netanyahou me manipule ?» Le cornu ne détourna pas le regard, même à travers la ligne. Sa voix resta posée, mais son message était implacable. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, oui. Il se sert de vous et de votre stature comme d'un écran diplomatique, une couverture idéale pour continuer ses offensives, tout en prétendant jouer la paix. » Trump resta silencieux quelques secondes. Puis d'une voix plus basse, « Développe !» Le cornu inspira longuement, puis déroula comme une démonstration froide. Regardez bien le déroulé. Netanyahou débarque à la Maison-Blanche, fait exactement ce qu'il faut pour séduire, il parle bien, il fait mine d'adhérer au plan. Les médias se prosternent, l'opinion est conquise, mais ce qu'il dit réellement, « Je soutiens votre plan. Pas je l'accepte, ni je m'engage. » Il choisit des mots creux sans obligation. Il enchaîna sans laisser de pause. Et puis, écoutez bien si le Hamas rejette l'accord. Pourquoi si? Pourquoi pas quand la paix sera atteinte?
parce qu'il anticipe déjà leur refus. Et vous, devant les caméras, vous avez scellé l'affaire en lui disant « Tu auras notre soutien total ». Autrement dit, vous venez de signer un chèque en blanc. Puis conclusion glaciale, il va tout faire pour que le Hamas dise non. Et ensuite, il reviendra vous voir droit dans les yeux pour dire « J'ai fait de mon mieux, vous l'avez vu. Maintenant, je dois reprendre les armes. » Et vous, vous aurez déjà promis d'être à ses côtés. Un silence épais s'installa. Plusieurs secondes. Puis quand Trump reprit la parole, sa voix trahissait une fissure rare, le doute. « Tu crois vraiment qu'il irait jusque-là » Le cornu ne baissa pas les yeux ni le ton. « Je ne crois pas, Monsieur le Président. Je sais, nos services ont intercepté des échanges confidentiels sortis directement du bureau de Netanyahou. Il a confié à ses proches qu'il ne s'attend pas à ce que le Hamas accepte. Et que si par miracle il le faisait, il trouverait un prétexte pour les accuser de violer les termes. » Trump se tut à nouveau, plus longuement cette fois, puis presque à voix basse, « Si c'est vrai, je vais passer pour un imbécile. » Mais l'écornu ne le ménagea pas. Il n'était pas là pour flatter, mais pour alerter. « Non, monsieur. Si vous agissez maintenant, vous apparaîtrez comme un chef d'État lucide, capable de corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard. Mais si vous restez silencieux et que Netanyahou déroule son piège comme prévu, alors oui, l'histoire se souviendra de vous, mais pas comme vous le souhaitez. » Un soupir, puis pour la première fois depuis le début de l'appel, Trump ne dicta rien. Il posa une question. « D'accord, Sébastien. Qu'est-ce que tu me proposes ?»« Ce que vous pouvez faire, Monsieur le Président, répondit l'écornu. Ajouter des garde-fous, renforcer le plan avec des garanties concrètes, exiger que toute mise en œuvre soit surveillée par un organisme indépendant, pourquoi pas l'ONU, et surtout dites clairement à Netanyahou que votre soutien n'est pas un chèque en blanc, mais un contrat conditionné à des résultats tangibles. Faites cela et vous serez celui qui a vraiment fait avancer la paix. Laissez passer cette chance et vous resterez dans les livres d'histoire comme celui qui s'est fait duper par un jeu bien rodé. Le choix est entre vos mains. » Trump lâcha un long soupir. « Tu joues avec le feu, Sébastien. Netanyahou n'est pas un débutant. Il a des appuis, puissants, fortunés. » L'écornu répondit sans sourciller. « Je sais. Mais moi, j'ai quelque chose qu'aucun de ses amis n'a, j'ai les faits. Et à long terme, les faits finissent toujours par triompher. » Trump croisa les bras pensifs. « Tu sais dans quoi tu t'embarques? Si tu te plantes, tu passeras pour un gamin arrogant qui a voulu faire le malin. » L'écornu sourit. « Mais si j'ai vu juste, Trump acquiesça à contre-cœur. Alors tu seras applaudi. Un héros, mais avec un ennemi juré en prime. Netanyahou n'oublie rien. Je peux vivre avec un ennemi, souffla l'écornu. Ce que je ne peux pas supporter, c'est de me taire et regarder l'horreur continuer. Trump mit fin à l'appel sans un mot, pas même un adieu. Puis la nuit se déroula. À 2h30 du matin, les premières fuites commencèrent à circuler. CNN lâcha la bombe, une réunion de crise avait été convoquée en urgence à la Maison-Blanche sur ordre direct du président. Et à 4h15, contre toute attente, le coup de théâtre eut lieu. Un communiqué officiel émanant du bureau ovale tomba. Les États-Unis déclaraient désormais que leur soutien à l'accord dépendrait du respect total, mesurable et concret par toutes les parties, Israël inclus. Ce n'était pas la formule exacte suggérée par l'écornu, pas un copier-coller. Mais le message lui était là. Trump avait bel et bien entendu. Et il avait choisi de ne pas faire comme si de rien n'était. Pendant ce temps, à Tel Aviv, il était 5h15. Netanyahou, les yeux rouges, n'avait pas fermé l'œil. Il lisait le communiqué ligne par ligne. Et il comprit immédiatement. Ce Français sorti de nulle part il y a 20 jours venait de faire ce qu'aucun chef d'État n'avait jamais osé. Il l'avait défié publiquement. Et il avait semé le doute dans l'esprit de Donald Trump. 10h01 à Jérusalem. Les caméras s'allument, les flashs crépitent. Netanyahou entre visages fermés, mâchoires serrées. La conférence de presse débute. Il m'a été rapporté que le Premier ministre français a choisi ce moment pour jeter un doute sur l'engagement d'Israël envers la paix. Il marque une pause, scanne la salle du regard. Je trouve cela choquant. Un pays qui se dit ami mais qui choisit l'heure la plus cruciale pour nous pointer du doigt. Mais un journaliste français coupe net la mise en scène.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur Lecornu n'a jamais contesté le droit d'Israël à se défendre. Il a simplement soulevé des questions précises sur certains points flous du plan. Êtes-vous prêt à y répondre? Netinu se raidit le ton, se durcit. Je n'ai pas besoin qu'un homme installé au pouvoir depuis 3 semaines vienne m'expliquer comment faire la paix. 30 ans. 30 ans que je gère des guerres, des accords, des trêves, des trahisons. Et vous voulez me parler de mécanismes de vérification? Très bien, rappelons-nous ce que ça donne. Nous avons accueilli l'ONU à nos frontières. Et pendant qu'ils prenaient le thé, le Hezbollah et le Hamas creusaient des tunnels sous leurs pieds. Résultat, silence, inaction, rien. Un journaliste ose une question directe, et si une entité internationale neutre vous supervisait vraiment, l'accepteriez-vous? Netinu esquisse un sourire là, secoue la tête lentement. La seule assurance réelle de sécurité pour Israël, c'est Israël lui-même. On ne mettra jamais notre avenir entre les mains de fonctionnaires internationaux qui, à chaque vote, choisissent de nous condamner. Exactement la réponse que Lecornu avait anticipée. Et les journalistes, eux, ne sont pas dupes. Sur Twitter, les analystes s'emballent. Il veut la paix, mais refuse les seules garanties qui rendraient cette paix crédible. À Paris, devant l'écran, Lecornu regarde la scène avec une intensité glaciale. C'est fascinant. Il creuse son propre piège sans s'en rendre compte, murmure-t-il. Puis, se redressant, il ajoute « Regardez bien sa rhétorique. Il ne ferme pas la porte brutalement. Non, il joue finement. Il dit « On a déjà tenté » et ça n'a rien donné. Résultat, il a l'air modéré, raisonnable, mais au fond, il enterre l'idée même de contrôle. 48 heures. C'est tout ce qu'il fallut pour que le sort du plan vacille. À Doha, les émissaires du Qatar et du Caire enchaînaient les réunions avec les représentants du Hamas. Sur les chaînes d'infos en continu, la planète entière suspendait sa respiration. Mais à Paris, Lecornu, lui, n'attendait plus rien. Il connaissait déjà le scénario. 1er octobre, 16 heures précises. Le couperet tombe, le Hamas rejette le plan. Officiellement, il dénonce l'ambiguïté du texte, l'absence de garantie contre une reprise des frappes israéliennes, le flou total sur un État palestinien. Et surtout, aucun mot sur la fin de l'occupation. À 18 heures depuis la cour de Matignon-Lecornu prend la parole face aux caméras. Pas de triomphe, pas d'amertume, seulement cette lassitude douloureuse qu'ont ceux qui auraient préféré se tromper. Le Hamas a dit non, et croyez-moi, j'aurais tellement voulu avoir tort. J'aurais aimé être trop méfiant, trop pessimiste. Mais voilà, les faits sont là, et ils confirment ce que je redoutais. Il laisse un silence, puis ajoute « Il y a 2 jours, j'ai posé des questions simples, claires. On n'a jamais pris la peine d'y répondre. Aujourd'hui, le Hamas cite exactement ces zones d'ombre comme justification de son refus. On dira sans doute que si le Hamas rejette, c'est parce qu'il refuse la paix. Et peut-être que c'est vrai, très probablement. Mais si on avait vraiment voulu couper court à cette excuse, il aurait fallu leur mettre sous les yeux un plan à ce point irréprochable, limpide et équitable, que le moindre refus les aurait démasqués immédiatement comme l'obstacle principal à toute solution. Et maintenant, on connaît la suite. Netinu s'empressera de déclarer « J'ai tendu la main, j'ai fait ma part. Ce sont eux qui ont tout refusé. Je n'ai donc plus d'autre choix que de poursuivre l'opération militaire. » Et Trump, pris à son propre jeu, se verra dans l'obligation d'honorer son soutien public. Tout se déroule exactement comme Lecornu l'avait prédit, mot pour mot 2 jours plus tôt. La position de la France. Elle ne changera pas. Nous continuerons à défendre l'idée d'une paix concrète, pas une paix de façade. Nous allons proposer un mécanisme de garanties internationales crédible et surtout, nous allons continuer à dire les choses franchement. Parce que c'est ça, diriger avec intégrité, même si ça dérange. Et au fil des jours, les faits vinrent à valider cette vision. Netinu prit la parole devant la presse. Puisque le Hamas a rejeté l'accord, nous n'avons plus le luxe d'attendre. Les opérations militaires continueront. Exactement ce que Lecornu avait anticipé, jusqu'à la dernière syllabe. Mais cette fois, le monde n'a pas fermé les yeux. Porté par l'audace française, l'Union européenne adopta une résolution réclamant des garanties internationales obligatoires, pas symboliques. Plusieurs capitales européennes commencèrent à évoquer ouvertement la reconnaissance officielle de la Palestine.
Et même à Washington, les lignes bougeaient. Au Congrès, certaines voix s'élevèrent pour questionner la logique d'un soutien sans condition à Israël. Trump, quant à lui, ne retira pas son appui. Mais les formules triomphalistes disparurent, finies les promesses aveugles. Il pesait désormais chaque mot. Pour Lecornu, le bilan était en demi-teinte. À l'international, son influence explosa, forums, sommets, rencontres diplomatiques. Il était le nouvel homme à écouter. Le New York Times le décrivit comme le souffle de lucidité venu d'Europe. Mais à domicile, c'était une autre histoire. Les socialistes ne désarmaient pas. Le Pen réclamait des lignes rouges. Les syndicats paralysaient le pays par des grèves à répétition. Sa parole résonnait à l'étranger, mais vacillait sur le sol français. Vous avez gagné en prestige mondial, mais chez vous, votre gouvernement tangue dangereusement. Était-ce vraiment le moment de provoquer un tel choc diplomatique? Lecornu prit quelques secondes, pas pour chercher ses mots, pour les peser. Vous savez, cette critique revient souvent juste formulée autrement. Certains me disent « Tu aurais dû t'occuper d'abord de tes casseroles à Paris ». Mais je vais vous répondre franchement, il n'y a jamais de moment confortable pour dire une vérité inconfortable. Si j'avais attendu que les sondages remontent ou que l'Assemblée m'applaudisse, j'aurais tout simplement fermé ma gueule pour l'éternité. Le leadership, le vrai, c'est prendre position quand ça compte pas, quand ça arrange. Et oui, peut-être que je suis en train de jouer mon poste sur un discours. Peut-être que dans 15 jours, je ferai mes cartons. Mais au moins, quand je quitterai Matignon, je partirai la tête haute. Pas parce que j'étais populaire, mais parce que j'ai dit ce que d'autres taisaient, et je l'ai dit au bon moment. L'interview fit l'effet d'une étincelle sur de la poudre. Des millions de vues en quelques heures, et phénomène presque surnaturel, les courbes de popularité du Cornu en chute libre depuis des semaines amorcèrent une remontée. Ce n'était pas tant ses idées qui séduisaient, beaucoup restaient sceptiques, mais sa façon de les défendre. Les Français redécouvraient une espèce en voie d'extinction, un dirigeant qui parle sans langue de bois et qui reste droit dans ses bottes, même quand le sol tremble. Puis, le 3 janvier 2026, un séisme diplomatique secoua la scène mondiale. L'Arabie saoudite déclara publiquement son soutien à la proposition française de garanties internationales. Mieux encore, elle s'engageait à y mettre de l'argent. Un tournant historique MBS, l'homme fort de Riyad, rompait avec le réflexe de suivre Washington. Il faisait un pas vers Paris. Une onde de choc dans les chancelleries. Le téléphone du Cornu sonna peu après. Son Altesse royale souhaite vous accueillir à Riyad afin d'explorer une initiative conjointe. Quelle serait votre disponibilité? Le timing était terrible, une semaine chargée l'attendait à Paris. Mais il savait que certaines portes ne s'ouvrent qu'une fois. Dites-lui que j'arrive dans 3 jours. Le 6 janvier, il débarqua en terre saoudienne. L'accueil fut royal, au sens propre. Le lendemain, il s'assit face à MBS pour ce qui devait être un simple entretien d'1 heure. Il en dura 5, 2 esprits réformateurs, 2 profils atypiques, 2 impatients du vieux monde, MBS alla droit au but. Vous avez fait ce que personne n'avait osé prononcer tout haut, ce que nous pensions tout bas. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut construire une alternative réelle. De cette alliance improbable entre Riyad et Paris, naquit un projet audacieux, l'initiative Riyad-Paris, une proposition musclée calibrée pour frapper fort là où le plan Trump-Netanyahou échouait. 10 000 soldats internationaux déployés à Gaza pour garantir la paix. Un calendrier structuré en 5 étapes précises. Des assurances béton pour la sécurité d'Israël. Et surtout le nerf de la reconstruction, 50 milliards de dollars étalés sur 10 ans. Mais le vrai changement de paradigme, un système de contrôle transparent avec des rapports mensuels accessibles à tous. C'était l'opposé exact du flou artistique auquel le monde s'était habitué, limpide, contraignant, imparable. Le 15 janvier, le Cornu présenta cette feuille de route à Bruxelles. Les chancelleries furent partagées, les gouvernements hésitants. Mais la rue, elle ne l'était pas. En l'espace de quelques jours, une lame de fond populaire envahit l'Europe. 12 capitales, des cortèges massifs. Une pétition en ligne explose 2-3 millions de signatures. Et un mot-clé simple mais puissant déferla sur les réseaux sociaux comme une bannière d'espoir. Riyad Paris Force. Le projet ne faisait pas l'unanimité au sommet, mais il avait conquis les cœurs. Le 20 janvier, le Cornu décida de sortir du cadre classique.
Il s'empara d'une caméra, s'installa sans artifice et posta une vidéo de 10 minutes sur YouTube. Pas un discours ennuyeux, pas de jargon diplomatique, un message direct parlé comme à un ami. Mes amis, je vais vous parler franchement. Il y a 4 mois, j'ai osé dire que le plan Trump n'allait pas assez loin. J'ai été attaqué de toutes parts, mais les faits m'ont donné raison. Aujourd'hui, avec l'Arabie Saoudite, on propose une alternative. Pas un texte flou, mais un vrai contrat avec des règles, des dates, des garanties. Est-ce que ça va marcher? Je n'en sais rien. Mais je sais une chose, il faut essayer. Et pour que ça marche, j'ai besoin de vous. Faites entendre votre voix. Faites pression sur vos dirigeants. Parce que l'appel à vrai naît toujours du peuple. La vidéo explosa 15 millions de vues en quelques jours. Pour la première fois depuis des décennies, un projet de paix sortait des couloirs feutrés et entrait dans les conversations du quotidien. Le 1er février approchait à grands pas, l'ONU allait voter. Ce serait le moment de vérité. La veille du vote, 3 appels tombèrent. Le premier venait de Trump en personne. Sa voix plus prudente qu'à l'accoutumée traversa la ligne. « Écoute, tu comprends bien que je ne peux pas appuyer publiquement ton plan. Ce serait comme admettre que le mien n'était pas à la hauteur. Le cornu sans se démonter. Personne ne vous demande d'applaudir. Il suffit simplement de ne pas le bloquer. Laissez les autres décider. Ne posez pas de veto. » Un blanc. Puis Trump reprit presque agacé. « Tu sais ce que Bibi va me faire s'il voit que je ne m'y oppose pas? Il va me dépecer vivant en conférence de presse. » Le cornu haussa les épaules comme si Trump pouvait le voir, peut-être. Mais l'histoire ne retiendra pas ce qu'il a dit de vous. Elle retiendra si vous avez eu le courage de laisser une chance à la paix. À vous de choisir le chapitre qu'on écrira à votre nom. Un autre silence, puis plus bas, Trump lâcha. « Bon sang! T'as du cran, toi! OK, je vais faire ce que je peux. » Les États-Unis s'abstiendront. C'était plus que ce que le cornu espérait. Il venait de gagner la manche la plus improbable de sa carrière. Le deuxième appel ne tarda pas. C'était lui, Netanyahou, leur tout premier échange direct. « Monsieur le Premier ministre, savez-vous ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'imposer à Israël un plan que nous n'avons jamais validé. » Le cornu calme comme une horloge suisse. « Avec tout le respect que je vous dois, je n'impose rien à personne. Je mets une proposition sur la table. Vous êtes libre de la refuser, mais si vous le faites alors, le monde verra clairement qui tourne le dos à une paix contrôlable. » Un soupir agacé traversa la ligne. « Vous me coincez dans une impasse. »« Non, répondit le cornu. Je vous mets face à un vrai choix. La paix concrète ou la guerre sans fin. Ce n'est pas confortable, j'en conviens. Mais c'est indispensable. » Changement de ton chez Netanyahou. Subitement, la diplomatie laissa place au marchandage. « Écoutez, Sébastien, soyons honnêtes entre hommes d'État. Vous voulez quoi, au fond? Une place plus grande pour la France? Un partenariat militaire? Dites-moi ce qu'il vous faut. » Le cornu sentit une pointe de rage monter. Il la ravala. « Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas un produit négociable. Ce que je veux, que les bombes cessent de tomber. Si pour vous c'est un objectif naïf, alors inutile de poursuivre cette conversation. » Netanyahou eut un dernier mot. « Vous êtes en train de commettre une erreur qui pourrait ruiner votre avenir. Si c'est le prix à payer pour défendre ce que je crois juste, alors je le paie sans regret. » Bonne continuation. Et puis le troisième appel arriva. Une voix calme posée, mais que tout le monde écoute quand elle parle, Tony Blair. L'ancien Premier ministre britannique, désormais assis au Conseil de paix mis en place par Trump. « Sébastien, j'ai étudié votre proposition ligne par ligne. Franchement, c'est une masterclass. C'est exactement ce que le plan de Trump aurait dû être. » Le cornu esquissa un sourire. « Merci, monsieur Blair. Votre avis a du poids et je le mesure. » Mais Blair reprit aussitôt plus grave, « Je dois vous prévenir. Netanyahou ne va pas reculer sans se battre. Il va activer chaque levier, chaque contact, chaque ami haut placé pour saboter votre initiative. Il est méthodique et impitoyable. »« Je m'en doute, » répondit le cornu. « Mais dites-moi franchement, est-ce qu'elle peut réussir ?» Un silence, puis la réponse nette. « Sincèrement, si le Conseil vote que les États-Unis tiennent parole et ne posent pas de veto, et si les pays arabes restent soudés, alors oui,
Oui, pour la première fois depuis des décennies, je crois qu'un vrai changement est possible. Mais Sébastien, il faut que vous compreniez bien, si ça passe, vous entrez dans l'histoire comme l'un des poids lourds de l'Europe. Mais si ça échoue, votre carrière sera pulvérisée. Et ce ne sera pas un accident, Netanyahou vous l'assurera personnellement. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque ? Le cornu ne répondit pas tout de suite. Il laissa les souvenirs l'envahir cette salle comble. Le 29 septembre, la voix de Trump au téléphone, les nuits sans sommeil, les critiques, les silences lourds qu'il avait brisés. Et puis la réponse posée sans trembler, Monsieur Blair, « J'ai 39 ans. Si demain tout s'arrête, j'aurai quand même vécu plus qu'assez dans cette arène politique. Mais si je me tais aujourd'hui, si je tourne le dos à cette opportunité juste parce que j'ai peur, je ne pourrai plus jamais me regarder en face. Alors oui, je suis prêt, complètement. » 2 février 2026, 10h pile, le bâtiment des Nations Unies à New York est sous tension. Les caméras sont braquées, les regards sont figés, le Conseil de sécurité s'apprête à trancher. La proposition Riyad-Paris est officiellement soumise au vote. L'ambassadeur de France prend la parole. Pendant un quart d'heure, il plaide avec une intensité rare. Pas un mot de trop. Pas une émotion dissimulée. Il parle d'espoir, de mémoire, de responsabilité. Puis vient l'ambassadeur saoudien. Sobre mais incisif, il ne vend pas un rêve, il réclame du concret. Ce monde a trop vu de discours sans lendemain. Ce que nous proposons ici, c'est une paix sans mise en scène. Et puis, silence. Jusqu'à l'annonce que tout le monde attendait. L'ambassadrice des États-Unis se lève. D'un ton calme mais chargé de poids diplomatique, elle déclare « Les États-Unis aujourd'hui s'abstiendront ». Dans la salle des murmures, de la surprise, de l'incrédulité. C'est un signal clair, Washington ne fera pas barrage. En dernier recours, l'ambassadeur israélien tente de reprendre le micro. Il appelle à la prudence, invoque l'histoire, parle de trahison. Mais cette fois, ses mots tombent à plat. La salle l'écoute poliment, mais sans conviction. Le monde est en train de basculer. Et puis, le moment fatidique. Les voix tombèrent une à une comme les battements d'un tambour mondial. Chine, oui. Russie, oui. France, oui. Royaume-Uni, oui. Gabon, oui. Équateur, oui. Malte, oui. Japon, oui. Mozambique, oui. Suisse, oui. Algérie, oui. Slovénie, oui. Corée du Sud, oui. Guyana, oui. États-Unis, abstention. Dans la salle feutrée du centre de crise de Matignon, les yeux rivés sur l'écran, personne n'osait respirer. L'instant d'après, une vague d'applaudissements éclata. Des cris de joie, des tapes dans le dos, des accolades. Mais lui, le cornu, restait figé, absorbé, presque hébété. Il ne célébrait pas. Il réalisait. 4 mois plus tôt, il n'était qu'un chef de gouvernement sur la sellette, osant à peine soulever des vérités dérangeantes. Et maintenant, il venait de faire passer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Rien de moins qu'un tournant historique. « Tu l'as fait ?» hurla Mathilde en le prenant dans ses bras. Pierre lui avait les yeux brillants. « Dans un siècle, on enseignera ça dans les écoles. » Mais le cornu, lui, ne souriait pas. Il regardait devant lui concentré. Ce qu'on vient de vivre, c'était le plus simple. Le plus dur commence maintenant, transformer ces mots votés en réalité concrète. Il ne fallut pas attendre longtemps. Dans les heures qui suivirent, la contre-attaque déboula comme un orage. Netanyahou monta au créneau dans une conférence de presse incendiaire dénonçant une trahison honteuse des Nations Unies et accusant Paris de cacher un antisémitisme sous des habits diplomatiques. Les soutiens pro-israéliens, eux, ne perdirent pas de temps. Sur les réseaux, à la télévision, dans les tribunes, une avalanche de critiques, de menaces, de campagnes ciblées. Cette fois, le cornu était devenu l'homme à abattre. Les menaces n'ont pas tardé. Des messages haineux anonymes glaçants. Le cornu fut immédiatement placé sous haute surveillance, sa famille exfiltrée discrètement vers un lieu ultra sécurisé. L'ambiance était tendue, presque irréelle, mais un phénomène inattendu s'est produit en parallèle. La rue s'est embrasée, mais pas de colère, de solidarité. En une semaine à peine, son taux de popularité autrefois à peine dans les clous bondit comme jamais de 34 à 61%. Une poussée fulgurante. Partout en France, des cortèges se formaient. À Paris, à Lyon, à Bordeaux, des foules brandissaient des pancartes. Enfin, un courage politique, dire la vérité même quand ça dérange.
Et ce n'était pas tout. L'écho traversa les frontières Berlin-Rome. Madrid, des rassemblements éclatèrent dans toute l'Europe. Le Cornu n'était plus seulement un chef de gouvernement, il était devenu une figure. Une incarnation rare d'un leadership qui assume. Et au cœur du chaos, un signe fragile mais bouleversant à Gaza, même là où la douleur est quotidienne des manifestants, sortir d'autres brandissant non pas la haine, mais l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, le mot « paix » fut scandé dans la rue. Et il avait un visage, au milieu des gravats, sous un ciel qui portait encore les cicatrices des bombes, quelques mots peints à la hâte émergèrent étonnants, poignants. « Merci la France »,« Merci le Cornu », des banderoles en français dans une terre brisée. Le 10 février, un groupe inattendu franchit les portes de l'Élysée des familles, venues de deux douleurs opposées, victimes israéliennes et palestiniennes, réunies dans un même deuil. Le Cornu les accueillit loin des caméras dans l'intimité. Une mère de Gaza, les traits creusés par la perte, s'avança la première. 3 enfants emportés. Elle lui prit les mains et dit d'une voix brisée mais digne « Merci d'avoir essayé ». Un père israélien, le regard dur mais droit, ajouta « Je ne partage pas tout, mais je salue le courage. Pas besoin de discours ni de grandes scènes. Juste 3 heures de vérité nue. » Quand la rencontre s'acheva, les yeux du Cornu étaient rougis pas par le protocole, mais par l'humain. Là, à cet instant, il comprit pourquoi il avait tout risqué. Le 20 février, contre toute attente, Métinu fit un pas que personne n'avait vu venir. Invité sur une grande chaîne d'infos, il lâcha presque à contre-cœur. Bon, soyons clairs, la proposition française est loin d'être parfaite. Il y a des défauts majeurs. Mais peut-être, je dis bien peut-être, qu'on pourrait en discuter. Il y a peut-être des pistes à explorer, des clauses à ajuster. Ce n'était pas un oui, ni même un vrai changement de cap, mais c'était une première lézarde dans la forteresse de son refus. Puis lentement, presque en silence, un ballet diplomatique s'organisa dans l'ombre. Côté coulisses, la France, Riyad et le Caire affûtaient leurs arguments. En face, Israël et Washington avançaient prudemment. Le Hamas, quant à lui, parlait par la voix feutrée du Qatar. C'était tout sauf fluide. Chaque paragraphe était une bataille, chaque virgule un bras de fer. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas une guerre de missiles, c'était une guerre de mots. Un affrontement d'idées. Et rien que ça, déjà, c'était une avancée. Le 15 mars 2026, jour pour jour, après ce discours qui avait retourné la scène internationale, un texte préliminaire vit le jour. Ce n'était pas un chef-d'œuvre diplomatique. Des flous subsistaient, certains différents demeuraient, mais c'était là, noir sur blanc, un commencement tangible. Le Cornu fut cordialement convié à la signature. Il refusa poliment, sans hésiter. « Ce document ne m'appartient pas, répondit-il. Il est le fruit de toutes ces mains qui ont œuvré dans l'ombre pour éviter le pire. Je n'ai pas à en récolter les honneurs. » Installé dans la salle de crise de Matignon, il suivait la retransmission loin des flashs. Quand le dernier paraphe fut posé, Mathilde se pencha vers lui. « Alors qu'est-ce que tu ressens ?» Il prit son temps longuement, puis d'une voix calme, du soulagement. Pas de jubilation, pas de slogan, juste le poids qui se relâche un instant. Car ce jour-là, peut-être, on venait de repousser un peu la mort. Ce soir-là, dans le calme pesant de son appartement désert. Le Cornu rouvrit une vieille lettre, celle de Fatima, cette femme de Gaza qui avait tout perdu. Il se demanda si elle était toujours en vie, si elle avait entendu parler du vote de l'accord de l'espoir fragile, né dans la tempête. Il n'aurait sans doute jamais la réponse, mais une certitude lui restait inflexible, il avait suivi sa conscience. Là où le mensonge aurait évité les vagues, il avait préféré la vérité nue et dérangeante. Là où céder aurait été plus simple, il avait tenu la barre. Il avait mis en jeu sa fonction alors qu'il aurait pu se taire. Et au fond, parfois, c'est ça, être un dirigeant, faire ce qu'il faut, même si personne ne l'applaudit. 3 mois plus tard, en ce mois de juin 2026, Sébastien Lecornu se tenait debout sous les projecteurs sur une scène à hausse, recevant un prix saluant son intégrité et son audace dans l'arène diplomatique. Quand vint son tour de parler, il ne cita ni chiffres ni traités. Juste une idée lancée comme une flèche. On me demande souvent d'où m'est venu ce courage, celui de dire non à plus puissant que moi, de tenir bon quand ma carrière vacillait. Ma réponse est toujours la même, je n'ai pas été courageux. J'ai juste refusé de me comporter en lâche,
Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Le 20 septembre, j'aurais pu me taire, laisser le théâtre se jouer sans lever la voix. Cela m'aurait peut-être évité des ennuis, peut-être même assuré un avenir politique tranquille. Mais j'y aurais laissé quelque chose de bien plus précieux, mon intégrité. Ce soir-là, j'ai affirmé que Métinu avait manipulé Trump, mais qu'il ne pourrait pas me duper moi. Ce n'était pas une question de supériorité intellectuelle. C'était une question de volonté. J'ai choisi de ne pas me laisser séduire par un mensonge bien présenté parce que je refusais de trahir la vérité même quand elle dérange. Voilà ce que je veux que chacun retienne. Ne laissez jamais les puissants vous servir leur vérité en guise de réalité. Ne prenez rien pour acquis. Exigez qu'on ne vous prouve pas, qu'on vous persuade. Demandez des comptes. Parce que la démocratie, ce n'est pas une chute brutale. C'est une érosion lente chaque fois qu'on ferme les yeux par confort, chaque fois qu'on se tait, parce qu'on a peur. Il fit une pause comme s'il cherchait ses mots ou sa respiration. Ça fait 9 mois que je suis à Matignon. Et d'ici quelques semaines, je pourrais très bien ne plus y être. La politique française, vous savez, c'est un manège sans ceinture de sécurité. Un éclat de rire sincère secoua la salle. Mais peu importe combien de temps je resterai dans ce fauteuil, je garderai une certitude pendant un instant. Si bref soit-il, j'ai pu peser dans la balance. J'ai pu défendre mes convictions. J'ai dit tout haut ce que d'autres murmuraient, et j'ai tenu tête à ceux qui pensaient être intouchables. Si quelque part un garçon ou une fille regarde tout ça et se dit « Pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne pourrais pas moi aussi dire non à la peur ?» alors tout ce tumulte, toutes ces nuits blanches en auront valu la peine. Parce qu'au fond, on ne nous jugera pas sur la durée de notre mandat. On se souviendra de ce que nous avons fait du pouvoir quand on l'a eu entre les mains. Ce que je souhaite du plus profond de moi, c'est qu'au moment où viendra mon dernier bilan, je sois capable de dire sans détour, j'ai agi selon ma conscience, même si le prix à payer était lourd. La salle se leva d'un seul mouvement, saluant ces mots d'une ovation debout. Mais le cornu, lui, ne savourait pas ce triomphe. Aucun sourire sur ses lèvres. Ses pensées étaient ailleurs à Gaza avec Fatima et son chagrin muet, au visage bouleversé des familles qu'il avait écoutées, au silence des innocents broyés pendant que les puissants maniaient la politique comme un jeu d'échecs. Et là, dans ce tumulte d'applaudissements, il fit une promesse qu'il ne prononça pas à voix haute, mais qu'il grava dans sa propre conscience. Tant qu'il aurait des mots à prononcer, tant qu'un micro lui serait tendu, tant qu'il aurait la moindre parcelle d'influence, le cornu n'abandonnerait pas cette exigence de vérité. Parce qu'en fin de compte, oui, Métinu avait berné Trump, mais pas lui. Et ce n'était pas une question de QI, c'est qu'il avait simplement refusé de fermer les yeux. Il avait choisi de regarder la vérité en face, même si le mensonge lui semblait plus doux, plus commode, presque rassurant. Dans ce grand cirque qu'est la politique entre promesses, qui n'engage personne et grand show pour caméra du monde entier, il y avait ce geste presque banal en apparence, dire la vérité. Ne pas la contourner, ne pas la déguiser, juste l'énoncer, et voilà que ce geste, ce réflexe moral prenait une dimension